Bien, donc, merci beaucoup pour l'organisation de cette journée, pour cette première table ronde donc, qui s'intitule « Comment avancer ensemble ?» Et nous avons auprès de nous Nicolas Noiriel, donc, qui est directeur de projet santé mentale et psychiatrie à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et il a notamment les missions de coordination de la mise en œuvre du plan régional dans le domaine, en lien avec les autres services, les collègues concernés au sein de l'ARS, donc notamment santé publique, prévention, handicap, accompagnement, et également en articulation avec les professionnels et les établissements de la région et leurs représentants. Nous avons aussi Madame Mireille Battu, qui est économiste et qui a en cela des activités d'expertise et de conseil auprès des parties prenantes des entreprises, et qui est aussi, et je dirais peut-être potentiellement surtout aujourd'hui, parent de jumeaux, dont l'un effectivement présente un TSA. Et elle a fondé en 2012 La Main à l'Oreille, qui est avec objectif donc, de favoriser la prise en compte des singularités des personnes donc, avec TSA, et évidemment aussi de proposer des solutions. Et plus récemment, donc en 2023, elle a fondé Ambition École Inclusive, dont le nom, évidemment, signifiait l'objectif. Il y a ensuite donc, le docteur Brigitte Moltrecht, qui est donc médecin conseillère technique auprès du directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et donc, elle travaille aussi en étroite collaboration avec le bureau de l'école inclusive et avec le bureau de la santé et de l'action sociale. Et enfin, je présente Anne Vachès-Gatessel, qui est psychomotricienne, psychologue clinicienne, qui est coordinatrice du département des rééducateurs du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Pitié-Salpêtrière et qui dirige l'Institut de formation de psychomotriciens à la faculté de santé Sorbonne universitaire. Donc, et puis nous excusons effectivement l'absence du professeur Alexandra Rouquette qui, pour des contingences de service, n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Elle est médecin de santé publique et co-autrice de l'étude, comme le rappelait Bruno tout à l'heure. Donc l'idée, effectivement, c'est de passer successivement la parole aux différents intervenants, potentiellement, effectivement, d'initier une discussion, un échange entre nous, et puis, si le temps nous le permet, de pouvoir interagir avec la salle. Donc, pour garder l'ordre, si j'ose dire, mentionné sur le document, je passe la parole à M. Nicolas Noiriel. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Moi, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour participer à ce débat. Je crois voir à la lecture du programme que je dois être l'un des seuls représentants d'une administration de santé, sauf erreur. Donc, je prends une précaution d'emblée. Je vais témoigner, moi, au regard de mon expérience personnelle, en tant que quelqu'un qui exerce sur ces sujets-là au sein d'une agence régionale de santé qui se trouve celle d'Île-de-France. Je n'ai pas la prétention de prendre la parole au nom de l'ARS Île-de-France, ni même de toutes les ARS, et encore moins au nom du ministère de la Santé. Mais voilà, de partager un certain nombre de réactions par rapport maintenant aux 2 ans d'expérience sur ce sujet, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Et avant peut-être de m'attarder, de discuter un peu le contenu, je voulais réagir en m'associant d'abord à l'intérêt que je trouve au travail que vous avez mené, qui est, me semble-t-il, arrive à point nommé. Je pense que vous employez le mot de refondation. C'est certainement pas à moi de vous dire si la pédopsychiatrie doit être refondée. Mais ce que je peux constater au quotidien, c'est tout de même, évidemment, les grandes difficultés, alors que vous avez, vous, dans votre pratique, mais qu'on a également, nous, dans les réflexions autour de l'organisation des soins et de la politique en santé mentale et des soins pédopsychiatriques. Qu'on voit quand on essaye de réfléchir collectivement avec les professionnels des établissements aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas... Enfin, les changements, ils ne sont pas juste paramétriques. Il y a vraiment une réflexion de fond à mener. Il n'y a pas de solution évidente.
Je crois que tout le monde le reconnaît. Et quand se prétendent les détenir, je pense qu'elles sont souvent simplistes. L'autre élément, c'est la méthode, qui me semble être très participative, prospective et délibérative. Et là encore, je pense qu'elle est particulièrement intéressante pour embarquer tout le monde. Je pense qu'il y a peu de certitudes aujourd'hui, qui nécessite en fait d'interroger tout le monde dans ses pratiques, mais surtout que tout le monde détient un peu la solution, alors pas chacun dans son coin, mais qu'on ne fera bouger les choses qu'ensemble. Et le fait que ça se passe, je dirais, sous l'impulsion d'une société savante, je trouve ça particulièrement évidemment intéressant pour éviter voilà, les solutions faciles ou voilà, d'avoir vraiment une réflexion en profondeur. Et quand je regarde le résultat, avant d'arriver au contenu en détail, je trouve que, alors sans flagornerie, ce qui est intéressant, c'est qu'il est accessible même aux non-savants. Et je pense que ça participe aussi de l'intérêt de cette démarche, c'est qu'il faut parler aussi plus largement qu'au monde de la psychiatrie, qu'aux soignants. Et j'y viendrai tout à l'heure. Je pense qu'il faut embarquer très, très largement autour de ces enjeux. Et donc j'en arrive maintenant à quelques observations, commentaires sur le contenu, puisqu'on nous demande de discuter le produit. Je crois que c'est l'esprit. Je pense qu'en grande partie, le document que j'ai lu fait écho à ce que moi je peux rencontrer, en tout cas dans mon exercice au quotidien. Et dans ce qu'on essaye de faire. La première chose, je pense, c'est qu'effectivement, d'abord, évidemment, la santé mentale des plus jeunes est un enjeu important et elle doit être l'affaire de tous. Et quand je dis qu'elle doit être l'affaire de tous, c'est qu'évidemment, ça doit dépasser largement la question de la pédopsychiatrie et des soignants et embarquer des acteurs multiples, institutionnels, du champ de l'éducation, mais pas que, également des collectivités, de la politique de la ville, etc. Et qu'elle n'est pas que, et en tout cas pas toujours, l'affaire évidemment de la pédopsychiatrie. L'autre point, c'est que quand on se concentre en revanche sur le champ de la pédopsychiatrie, effectivement, j'ai le sentiment qu'on demande aujourd'hui beaucoup à la pédopsychiatrie et que je pense qu'on ne pourra avancer que si effectivement on cherche à mieux graduer la réponse de soins qu'on apporte aux personnes en mobilisant effectivement les ressources au bon endroit, au bon moment. Et la question évidemment est de savoir comment. Vous parlez effectivement de réserver, je dirais, le temps de pédopsychiatre aux situations les plus complexes. Ça peut être une réponse évidemment. Elle reste à construire ensemble. Et aussi un même effectivement du secteur que tout n'est pas médical. L'action, les équipes sont déjà multidisciplinaires, mais certainement qu'effectivement cette multidisciplinarité doit être à la fois consolidée et renforcée, qu'un certain nombre de prises en charge thérapeutiques peuvent l'être également. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, et vous l'affirmez dans votre document, c'est le secteur et la sectorisation. Actuellement, nous, ce qu'on voit effectivement, c'est que c'est un dispositif qui est en difficulté et qui est saturé. N'en demeure pas moins effectivement que je pense c'est qu'aujourd'hui, c'est un point d'appui inestimable pour les soins, malgré toutes les difficultés d'accès qu'on connaît, et que c'est en s'appuyant effectivement sur les secteurs qu'on pourra effectivement travailler à un meilleur soin pour tous. Alors nous, dans notre exercice, on voit effectivement qu'il y a un peu deux tensions entre à la fois cette volonté de renforcer et puis à la fois de spécialiser. Et il y a certainement effectivement un point d'équilibre à trouver compte tenu à la fois d'une approche qui est nécessairement globale et puis également de la réalité effectivement des ressources humaines sur l'ensemble du territoire. Moi, je parle de l'Île-de-France et je vous parle de difficultés. Alors l'Île-de-France, elle mérite certainement d'être plus dotée, on va dire, plus riche en la matière que pas mal d'autres territoires, mais elle est marquée par de grandes inégalités selon les territoires. Nous, on a des territoires aujourd'hui qui n'ont rien à envier à d'autres au niveau national. Mais je pense que donc, dans d'autres régions du territoire national, les difficultés sont importantes ou encore plus importantes. Et je pense que cette réflexion autour du secteur, elle doit se faire également en lien avec l'offre médico-sociale et pas que du secteur en tant que tel. Ça, c'est une autre difficulté
difficulté, ou en tout cas un autre élément assez marquant de notre quotidien, c'est finalement les coopérations qui existent, mais qui sont inégales selon les territoires où on se trouve, et qui sont pas toujours bien articulées entre elles. Et que ce travail-là, à mon sens, et je crois que vous l'avez dit aussi, ou en tout cas ça a été dit plus tôt dans la journée, il ne peut pas être pensé de manière uniforme depuis un ministère ou même depuis une ARS. Il faudra absolument qu'il puisse se construire très localement au niveau des intersecteurs, ou en tout cas d'une échelle qui est celle du département ou d'un infra-département. Ça me semble absolument nécessaire, parce que les ressources, les réalités, les besoins sont très différents, et à la fin des fins, ce qui compte surtout, c'est quand même, c'est assez bête, mais c'est que les acteurs puissent se connaître et se faire confiance entre eux. Et le dernier point qui ressort du document, et sur lequel moi je retrouve, parce que c'est des enjeux qu'on traverse au quotidien, c'est la question effectivement de l'accompagnement, du soutien des familles. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des familles qui s'orientent, je dirais, très bien dans le système, à force en fait d'avoir été éprouvées par les difficultés. Nous, on a de nombreux courriers, alors qui passent par l'Élysée, par le ministère de la Santé, de gens qui connaissent très bien les dispositifs, qui réclament des accès auprès de certains services ou de professionnels. Et puis à l'inverse, d'autres familles dont la première difficulté, en fait, c'est d'abord l'accès à l'offre de soins, à la compréhension de cette offre de soins. Et je pense que, évidemment, pour avancer sur tous ces sujets, il y a différentes choses qui sont nécessaires, qui ne sont pas vraiment évoquées dans le document, mais à mon sens, si on veut avancer sur ces différents domaines, il faut d'abord porter une politique de promotion de la santé en santé mentale ambitieuse. Et quand je dis ça, ce n'est pas simplement une prévention améliorée, c'est vraiment une promotion de la santé au sens de la Charte d'Ottawa qui agit au niveau des compétences individuelles, des environnements, également des politiques publiques qui sont favorables à la santé mentale des jeunes. Structurer davantage la détection et l'intervention précoce. Aujourd'hui, ça existe ci et là, mais en fait, c'est plus le fruit d'initiatives locales qu'une vraie politique structurée. Avancer dans la gradation des soins, je crois que vous l'avez dit, et il y a des questions de principe et un travail à mener, je pense, ensemble. Renforcer le droit et l'accompagnement des usagers, des patients et des familles. Et je crois, et c'est peut-être l'un des points sur lesquels je vais insister aussi, évidemment, une politique en ressources humaines, en santé mentale, qui soit à la hauteur. Et ce qui m'amène finalement à venir apporter peut-être quelques commentaires ou précisions sur ce qui me semble soit ne pas être traité, ou traité d'une façon où je ne m'y retrouve pas totalement, ou en tout cas peut-être avec un angle différent. D'abord, il y a 5 grandes catégories qui sont esquissées dans le document. Et je suis assez étonné en fait que dans ces 5 catégories, le patient ou les familles en tant que telles n'apparaissent pas. Ça me semblait assez surprenant au regard de ce qu'on a dit, des besoins, des attentes d'eux-mêmes, en plus de celles qui peuvent être de la société. L'autre élément, c'est les soignants. On parle effectivement des soignants, des différents métiers. Dans la discussion du document et dans ce que je rencontre au quotidien, il y a 2 éléments qui ne sont pas, je crois, pas du tout abordés. C'est finalement le lien entre pédopsychiatre et pédiatre, et notamment, alors on l'a dit, pédiatre de ville, mais aussi pédiatre hospitalier. Quelle coopération et quelle organisation des soins je peux mettre en place qui soit plus efficient. Et puis entre pédopsychiatre et psychiatre de l'adulte, avec finalement les enfants d'aujourd'hui sont quand même les adultes de demain. Et toujours dans cette catégorie des soignants, on ne parle pas tellement des futurs soignants et de ce qu'ils pourraient être et quelles pourraient être leurs attentes vis-à-vis de la discipline. Alors, l'intervention précédente permet de lancer une lumière là-dessus, mais évidemment, quand on s'intéresse à la question de l'attractivité du domaine, ça me semble particulièrement important. Et puis enfin, effectivement, la réflexion et les discussions s'apesantissent quand même beaucoup sur le volet pédopsychiatre, donc médical, et psychologue. Et c'est vrai qu'on a envie d'approfondir pas mal les choses sur d'autres métiers qui nous semblent essentiels, notamment du champ éducatif du champ éducatif.
Et le dernier point, et puis je m'en arrêterai là, c'est vous parlez de système de soins. Et effectivement, ça renvoie certainement à la volonté effectivement, de donner sa juste place à la pédopsychiatrie, qui a une prise en charge spécialisée. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de parler plus largement de système de santé, parce que quand on parle de système de santé, ça mobilise un certain nombre d'acteurs qui sont assez loin du soin, mais qui sont indispensables, je pense, aux réflexions que vous ouvrez. Et je mets notamment les pouvoirs publics et les institutions, parce que je pense qu'aujourd'hui, et voilà, c'est encore une fois un témoignage qui vaut ce qui vaut, mais parmi mes collègues, parmi les interlocuteurs qu'on a, qui ne sont pas les gens que vous croisez peut-être vous au quotidien, il y a une assez faible culture aujourd'hui de ce qu'est la santé mentale et la pédopsychiatrie. Et je pense qu'il y a un travail de plaidoyer, de conviction et de formation qu'il faut certainement approfondir. Et évidemment, ce seront aussi les acteurs de la régulation et des questions de financement. Et je pense que les embarquer dans ces réflexions, c'est absolument indispensable. Voilà. Bien, donc je passe à présent la parole à Madame Mireille Battu. L'idée étant donc de regrouper les questions à la fin. Vous avez éteint le micro, je pense. Merci de m'avoir invité. Vous m'entendez là? Oui. Ah oui, en effet. Oui. Déjà, je suis très contente d'être ici parce que je trouve que la façon dont cette réunion a été préparée est vraiment très, très intéressante. Tout le travail qui a été réalisé, vraiment, je trouve extrêmement... il donne envie de continuer, quoi. Donc, j'hésite entre m'inscrire dans les thèmes qui ont été proposés ou les retraverser, mais à la lumière de mon expérience personnelle. Et je pense que je vais essayer de les retraverser à travers cette expérience, mais en essayant de la dépasser. Ce que je trouve très intéressant, c'est votre approche systémique. Or, nous, quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a tout d'abord un petit être qui nous intrigue, qui pose des problèmes, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas distinguer. Et en même temps, il y a des choses qu'on distingue. Moi, en l'occurrence, le premier signe que j'ai pu remarquer, c'était une certaine façon de ne pas ciller les yeux et le fait que la tétine disparaissait quand elle tombait et que l'enfant n'avait pas l'air de la retrouver ou de penser même qu'elle existait. Et je voyais bien son frère jumeau à côté. Donc il y avait bien une différence majeure. Il y avait quelque chose d'intriguant. Donc c'est ça qui vous amène à consulter, forcément. À consulter avec une attente gigantesque. Que se passe-t-il ? Et il se passe, vous l'avez très bien décrit, une alternance entre est-ce qu'il a quelque chose ou est-ce qu'il est quelque chose de l'ordre d'une différence. Toutes ces thématiques vont arriver. Et vous avez raison de dire qu'un diagnostic, ça a un peu tendance à indiquer, donner une indication qui va dans le sens de l'identité plutôt. C'est pas si évident que ça. Moi, ce que j'ai peut-être à dire à ce stade-là, c'est que je remarque qu'il y a un savoir qui m'est arrivé. Je ne l'ai pas choisi, il est comme ça. Mais il y avait aussi un savoir ou une vérité de mon enfant que j'ai découverte. Et ça, je voudrais qu'on le dise un peu plus dans votre dynamique du savoir. Elle vient aussi de l'enfant. Il en sait quelque chose sur lui-même. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon association La main à l'oreille. C'est parce qu'il savait à un moment donné réguler ce qui était autour de lui en mettant sa main à l'oreille. Voilà. Je me suis dit, ça, c'est quand même une indication, un fil à suivre. Donc, il va falloir retourner le savoir. Et je commence donc avec cette asymétrie, puis qui est qu'on décrète le savoir du haut, alors qu'en fait, il doit être une rencontre, une construction de liens, comme dit... Voilà. Et arrive maintenant le deuxième point très important, c'est la rencontre avec le fait social. La rencontre avec le fait social, c'est quid de la maternelle, quid de la crèche, quid de tout ça.
rien n'est évident. Et en même temps que rien n'est évident, on remplit le premier dossier de la MDPH, Maison du handicap, qui maintenant s'appelle Maison de l'autonomie. C'est très intéressant, cette notion d'autonomie. Et donc, le premier paragraphe qu'on a à remplir, c'est le projet de votre enfant. Et donc, l'enfant n'a pas 3 ans. Hein. Donc, vous remplissez déjà le projet de l'enfant. Donc là, vous découvrez assez brutalement dans quoi vous pénétrez, à savoir un univers dans lequel les références sont bousculées, et notamment la notion de enfant versus adulte. Moi, je pense que c'est très important. C'est pour ça que c'est très important que la pédopsychiatrie garde sa dynamique propre. C'est que dans le monde du handicap, on est d'emblée dépendant d'une direction de l'autonomie. Et donc, en gros, l'enjeu, c'est l'autonomie. Et moi, ça me pose un vrai gros problème. Je pense que l'enjeu pour un enfant, c'est d'être un enfant, c'est d'apprendre. Et donc, la dynamique qui doit s'appliquer à l'enfant n'est pas celle de l'autonomie, c'est celle de l'institution. Et quand je dis institution, je ne dis pas IME, je dis institution avec école au milieu. L'école étant une institution, la famille étant une institution. Donc, je demande une réflexion institutionnelle sérieuse. Pas vive la désinstitutionnalisation. C'est quoi la désinstitutionnalisation pour un enfant? C'est rester tout seul à la maison? Parce que oui, effectivement, j'ai lu des textes, j'ai lu des documents issus du Sénat ou de l'Assemblée nationale ou d'ailleurs, disant pour l'inclusion à domicile d'un enfant. D'un enfant. Bien, écoutez, voilà pourquoi j'ai fondé Ambition École Inclusive. Vous voyez, j'ai bougé en 12 ans. Entre le moment où ma principale question, c'était comment aborder la singularité de l'enfant, à aujourd'hui, je dis, mais attendez, l'enfant, il n'est pas autonome. C'est pas ça qu'il faut construire. Bien. Donc, comment on construit son inclusion, puisque c'est de ça qu'il est question, hein. J'ai été regarder. Si vous prenez l'Italie, qui est quand même un des exemples de la désinstitutionnalisation, enfin au sens dépsychiatrisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein. Vous avez pour 300 000 enfants qui ont une étiquette handicap à l'école, vous avez plus de 200 000 enseignants de soutien. Je répète, 200 000 enseignants de soutien pour 300 000 enfants handicapés à l'école, sachant qu'un enseignant de soutien, il est dans la classe en co-enseignement avec l'enseignant de la classe. Et en plus, éventuellement, si besoin, il va avoir un accompagnement de type AESH. D'accord ? En France, pour 500 000 enfants en situation de handicap, nous avons 25 000 enseignants spécialisés. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille aller plus loin que ça pour dire que nous sommes très, 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 très loin du compte. Ou qu'en tout cas, on n'a pas pris la question de la façon qui me semble devoir être prise. Si on met l'école au centre, eh bien, à ce moment-là, on a des enseignants spécialisés ou avec des compétences particulières, mais vraiment sur le terrain, pas seulement des référents, hein. On a des médecins, des psychologues scolaires, on a un ensemble de gens autour de l'école, plus d'adultes, plus de référents. Et là, effectivement, on peut peut-être se poser la question de comment on fait une véritable institution scolaire. Donc ça, c'était mon point de réflexion. Et je pense que ça mériterait que vous alliez un peu plus loin, vraiment, hein, dans votre réflexion sur comment vous accompagnez ce mouvement. Il va bien falloir le faire. Hein. Dernière chose, la question de la gouvernance. Je suis dans, effectivement, cette réflexion systémique qui me semble essentielle
quelle est la place des parents et des patients, enfin, ou des personnes concernées dans cette dynamique du système, effectivement. Et c'est peut-être là que moi j'irai chercher le rôle des maisons des familles, des maisons des adolescents, des différentes maisons. Je crois que vous avez absolument raison sur le fait qu'il en faut, et qu'il en faut partout, qu'elles soient accessibles, voyez. Mais il faut quelque part que l'initiative vienne aussi des personnes concernées, des parents, etc. Donc moi j'ai cette expérience. On a fait des maisons des familles. Hein, voilà. Adossé sur des CMP, on a fait ça à Évry, mais on a fait aussi dans mon département du 94 un collectif de parents qui s'est en quelque sorte auto-institué, qui d'ailleurs est allé voir l'ARS pour dire attendez, là on a un gros problème, on a des enfants à la maison, on fait quoi? Et en même temps on s'est fait aider avec des assistantes sociales, avec des personnels des CMP. Et je dois vous dire, ça me paraît très important, ça a transformé notre relation aux professionnels. Pourquoi ça l'a transformé? C'est parce que, pour une fois, on réfléchissait ensemble à qu'est-ce qu'on portait sur le système au plan territorial, hein, enfin sur notre petit coin, quoi. Hein. Et on n'était pas seulement dans la relation asymétrique du médecin ou du thérapeute avec la famille, dans laquelle on se sent forcément pas très très à l'aise. Hein. Ça, vraiment, ça nous a transformés. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, et ça, c'est de l'ordre de la gouvernance, de la démocratie sanitaire, finalement, et éducative. Voilà, merci. Alors, il a été beaucoup question de l'école, et ça tombe bien, puisque sans transition, je passe la parole au docteur Brigitte Moltrecht. Merci beaucoup, Ludovic. Bien, alors, revenons au rapport. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai bien aimé les 5 catégories que vous avez présentées dans le rapport. Juste, il me manquait comme une sorte d'introduction sur les besoins de l'enfant. Je rejoins en cela déjà quelques remarques. Vous dites, je vais surtout centrer mon propos sur l'école, hein, évidemment. Vous dites la prévention est insuffisante. Je suis tout à fait d'accord. En quoi consiste-t-elle finalement ? Pour moi, pour nous, à l'école, elle consiste en un milieu contenant, apportant une sécurité psychique à l'enfant et à l'adolescent, l'absence de maltraitance et de violence, bien sûr, mais aussi la bientraitance. Ce n'est pas juste l'absence de la maltraitance, la bientraitance. Un climat scolaire serein et donc propice aux apprentissages aussi. Elle consiste en l'égalité des droits, l'équité, l'inclusion. Et je rejoins ce que vous avez dit sur la promotion de la santé au sens global. C'est-à-dire c'est systémique. Et quand c'est systémique, eh bien, on parle d'implication des personnes concernées. Donc on part déjà du travail avec les enfants et les adolescents. On développe leur pouvoir d'agir. On parle d'éducation à la santé, mais pas seulement, hein, développement des compétences psychosociales, tout ça, ça en fait partie. On parle de protection au niveau de l'environnement physique et relationnel. On parle de prévention, bien sûr. Et on parle de prévention au sens dépistage, au sens plus classique, je dirais, dépistage, réponse aux besoins particuliers des enfants, lutte contre les inégalités sociales de santé, etc. Et on parle d'organisation et d'intégrer la santé dans les politiques à chaque niveau, que ce soit national, mais pour ça on a le comité interministériel pour la santé, mais à chaque niveau, c'est-à-dire même jusque dans une école, dans le conseil d'école, quand on fait un règlement intérieur, quand on définit la politique de l'école, eh bien, on pense santé, là aussi. Dans le second degré, il y a les CESCE, vous savez peut-être ce que c'est les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement. Donc c'est un peu plus facile de penser santé, puisque c'est obligatoire, c'est CESCE.
En primaire, ça n'existe que quand il y a un CES-CE interdegré, donc entre le collège et les écoles qui sont rattachées. Bref, cette promotion de la santé au sens systémique, en agissant sur plusieurs niveaux et en partant de l'implication des personnes concernées, c'est ce qu'on a essayé de penser en développant le protocole santé mentale à l'école. Pour nous, c'est une continuité, hein, et c'est aussi un parcours de santé. C'est-à-dire que, pas seulement un parcours de soins. Nous, on parle de parcours de santé, puisque forcément, on y intègre les enseignants qui ne sont pas du tout des professionnels de santé, mais qui vont intervenir, par exemple, dans le repérage ou les personnels de la vie scolaire. Donc pour nous, le parcours de santé, il devrait être vraiment clair pour tous. Il l'est pas. Il n'est pas plus chez nous qu'à l'hôpital, que dans la population générale. Pour nous, il devrait être, dans l'école, hein, repérage par la vie scolaire et les enseignants au quotidien des enfants qui auraient des besoins particuliers. L'aide éventuelle de pairs experts, c'est-à-dire de professeurs qui sont formés spécialement sur certains sujets, par exemple sur les troubles 10, on a des référents. Maintenant, on a des personnels qu'on forme en secourisme en santé mentale depuis cette année. Ça va être dans les collèges, de par collège. Donc ceux-là sont là pour aider leurs collègues enseignants qui n'oseront pas forcément aller parler de telle ou telle situation tout de suite à un personnel ressource de santé de l'établissement. Donc, les enseignants à la vie scolaire, des référents un peu spécialisés sur certains sujets, et ensuite l'adressage interne à nos personnels ressources, les médecins, infirmiers, psychologues, AS. On a la chance en France, et on nous l'envie dans certains pays, d'avoir des professionnels de santé ressources dans l'école. Et ça, pourquoi c'est précieux ? Eh bien justement, c'est parce que ce n'est pas de la prestation de services extérieurs, c'est une connaissance de l'environnement de l'enfant, une connaissance intime de l'environnement de l'enfant à l'école, des enseignants, de telles dynamiques d'école, de classe, une compréhension. Vous savez, on parle de plus en plus d'exposome. Eh bien, cette compréhension, elle ne prend pas juste l'individu dans ses symptômes, mais d'abord, elle le regarde aussi dans la classe, ce qui n'est pas toujours pareil, ce n'est pas toujours les mêmes symptômes en collectif. Et puis, elle sait aussi l'influence du milieu. Donc, cet adressage interne, il permet un vrai tri, en fait. Un vrai tri pour un adressage externe pertinent qui évitera les errances diagnostiques, qui évitera les pertes de temps pour l'enfant, de ne pas être pris en charge par le bon soin, et qui, à terme, fera beaucoup d'économies. D'économies de temps, d'énergie et d'argent. Et on sait, en fait, des études nous ont montré que les enseignants savent très bien repérer quand un enfant ne va pas très bien ou a quelque chose qui ne va pas. Par contre, il ne sait pas quoi. Il n'est pas du tout bon sur l'identification de la difficulté, sauf ce qui est bien sûr pédagogique, évidemment. Là, il est expert. Mais pour tout le reste, il a besoin d'avis de professionnels. Et il a la chance d'avoir ses personnels ressources. Alors, vous allez me dire, je sais, pas partout actuellement, on le sait, on est dans les mêmes difficultés en médecine scolaire qu'en pédopsychiatrie. Hein. On a un déficit d'attractivité et on manque de recrutement. Mais en tout cas, là où il y en a, de manière à peu près normale, ça fonctionne très bien. Et quand on rend ce parcours plus explicite, ça fonctionne encore mieux. Mais ça n'est pas encore le cas. Et donc, une fois que ces personnels ressources ont fait une vraie évaluation, hein, chacun dans son rôle, une évaluation sociale pour les assistants de services sociaux, un diagnostic, un premier diagnostic pour les médecins, une évaluation psychologique pour les psychologues, etc., eh bien, il y a un adressage externe pertinent vers le soin, soit en niveau 2, soit en niveau 3, où il y a prescription de divers soins
soit d'orthophonie, ou soit un adressage vers le dispositif Mon Soutien Psy, etc. Bon. Une fois cet adressage fait vers le soin mis en place, il y a aussi l'accompagnement. Alors, il y a déjà l'accompagnement vers le soin, vous le savez, c'est indispensable, c'est fondamental. Parfois, on passe plusieurs consultations avec les enfants ou les adolescents à accompagner, à convaincre et à accompagner vers le soin, ce qui est indispensable. Après, c'est plus facile pour le soin. Et ensuite, il y a l'accompagnement dans l'école avec les dispositifs que vous connaissez, les PAI pour les raisons de santé, les PPS pour les situations de handicap, les PAP pour les troubles des apprentissages, et ce suivi qui doit se poursuivre. Ah, j'ai encore perdu mon ordinateur. Pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est le parcours de santé de l'enfant à l'école. Et si on voulait une prévention efficace, il faudrait sûrement le rendre beaucoup plus lisible. Il y a aussi, quand je parlais tout à l'heure de promotion de la santé de manière systémique, je vais vous donner un exemple d'une école à Toulouse, Bordeaux-Rouge, où la médecin scolaire, elle était appelée 2 ou 3 fois par semaine pour des enfants avec des troubles du comportement, enfin, diverses crises classiques ou anxiété majeure ou agressivité, etc. Vous connaissez tous ça. Et au bout d'un moment, elle s'est posée avec la directrice d'école, avec l'inspecteur, avec la ville, parce qu'il y avait le périscolaire aussi concerné, et ils ont décidé de faire un vrai projet de promotion de la santé. Ils ont fait un diagnostic en allant chercher les attentes des élèves, des parents, des personnels, etc. Ils ont mis en face un projet avec plusieurs axes de travail, vraiment quelque chose de complet. Et au bout d'un an, il y avait déjà 40% de violence en moins, 66% de violence physique en moins, en un an, mesuré à chaque période. Hein. Et au bout de 2 ans, elle n'était plus appelée, cette médecin scolaire, que 3 fois par an pour des situations comme ça. Et du coup, ces 3 fois par an-là étaient des enfants qui avaient vraiment besoin, parce que les autres, c'était purement réactionnel, en fait. Les dossiers il y avait un partenariat avec le CMPP d'emblée, dès le début du projet, qui venait aussi travailler avec l'école. Et puis, c'était très, très structuré et très positif. Donc, on voit bien que quand on va sur des actions systémiques et qu'on ne prend pas juste l'individu enfant en difficulté, eh bien, on est sans doute plus efficace. Vous dites, il faut renforcer le lien avec l'école. Donc, on y arrive. Comment ? Comment on peut renforcer ce lien avec l'école ? Bon, l'école, elle est composée d'élèves, bien sûr, quand même, heureusement, d'enseignants. On parle toujours des enseignants. Il y en a 800 000. Mais il y a aussi 300 000 autres personnels, dont les professionnels de santé dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont cette... alors, ils ne travaillent pas sur du soin, ça surprend toujours le public, parce que tout le monde voudrait que les infirmières vaccinent, que les psychologues fassent une psychothérapie aux enfants, que les médecins prescrivent des antibiotiques, etc. Mais non, ce n'est pas ça la prévention. On n'a déjà pas assez de prévention, on ne va pas en plus utiliser les professionnels de la prévention pour faire du soin. Soyons logiques. Donc, ces professionnels de la prévention... Et on dit la prévention, c'est tous les acteurs. Tous les acteurs, oui, c'est vrai. On l'a vu, l'enseignant, il fait de la prévention au quotidien. Ou de la promotion de la santé, ce qui est encore plus juste. Mais il y a aussi besoin de professionnels de santé. Pour moi, c'est un continuum entre la promotion de la prévention et le soin. Il y a un fil, un parcours individuel et collectif. Et donc, avec l'école, eh ben, comment on fait ? On respecte ce parcours déjà où on connaît les rôles de chacun.
on permet des échanges sur des situations complexes, par exemple. C'est-à-dire que, en fait, moi, je comprends les différents niveaux que vous avez prévus, mais je ne suis pas sûre que ces niveaux-là, y ait tous les professionnels qui... nous, par exemple, on a des médecins qui vont être niveau 1, d'autres niveau 2. On en a même qui sont niveau 3, puisqu'ils travaillent aussi dans des centres experts. Donc c'est compliqué de raisonner en termes de professionnels. Peut-être il vaut mieux raisonner en termes de besoins de l'enfant et du coup de structure, mais vous voyez, même pour nous, c'est flou tout ça. Ces niveaux, c'est pas simple. Moi, je suis favorable au fait qu'il y ait des niveaux 3 très experts avec du soin, avec une partie clinique, comme les PUPH, qu'il y ait un niveau 2 qui soit équivalent un peu au CMP actuel ou au CMPP. Et après, en dessous, je pense que c'est pas encore bien fini de réfléchir. Parce que j'ai compris, mais peut-être je me suis trompée, j'ai compris un peu le niveau 1 bis comme un tri pour les CMP, en fait, comme un pré-CMP. Mais en fait, c'est pas fait pour ça, les maisons des ados. C'est pas que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Et puis le niveau 1, vous avez des généralistes qui sont très experts en santé mentale, qui font même des psychothérapies. Et puis d'autres, pas du tout. Donc, c'est difficile, je trouve, de raisonner en termes de professionnels. Mais je mets ça à la discussion. Je n'ai pas de baguette magique ou de solution précise à vous proposer. C'est juste pour contribuer au débat. Donc, pour moi, il faut une connaissance mutuelle beaucoup plus forte. Par exemple, on veut qu'il y ait une meilleure connaissance des pédopsychiatres de l'école. Il faut que les pédopsies, dans leur formation, les internes, viennent en stage à l'école. Pourquoi ? Parce que sinon, très souvent, dans leur début, eh bien, leur représentation de l'école, ça va être lié à leur vécu de l'école. Ou à ce que leur disent leurs patients, qui ont un petit biais de sélection quand même. Ils ne voient pas toute la population scolaire. Donc, pour connaître l'école, son fonctionnement, ses possibilités d'adaptation, il faut, à mon avis, que les internes, dans leur maquette, en pédopsie, puissent venir faire un stage en milieu scolaire, en médecine scolaire. On l'a expérimenté dans l'Indre-et-Loire, ça fonctionne super bien. Le lien entre la médecine scolaire et la pédopsychiatrie, il est fluide, efficace pour les patients. Bref. Donc, ça serait une idée. Une autre idée, c'est de partager sur des cas complexes. C'est-à-dire qu'autant en intra-institutionnel, je pense qu'il faut absolument des réunions pluridisciplinaires. On est tous d'accord là-dessus. Mais peut-être qu'en inter-institutionnel, on pourrait consolider des échanges par profession, par médecin, infirmier, psychologue, pour développer les expertises de chacun, avoir des échanges de pratiques avec des confrères ou des consoeurs. C'est une idée aussi. Prévoir des référents comme ça, en fait, du coup, par exemple, les pédopsychiatres de niveau 2 ou 3 deviendraient référents pour les médecins scolaires qui travailleraient avec eux, pour des généralistes qui travailleraient avec eux. Et pour les psychologues, pareil, il y aurait des staffs sur les situations complexes. Et puis, les pédopsychiatres et les psychologues pourraient aussi participer un peu plus à la formation des enseignants. Alors, je ne m'engage pas, hein, je ne suis pas la ministre de l'Éducation nationale. Je dis que peut-être on pourrait réfléchir à une meilleure collaboration sur la formation. Ma collègue Emmanuelle Godeau en parlera probablement cet après-midi de tout ce qui est formation, mais nos médecins à nous sont bien formés. Hein. Donc ils forment déjà un peu les enseignants. Mais bon,
ça n'empêche pas du tout qu'on pourrait renforcer ça largement avec l'aide des psychologues et des pédopsychiatres. Je crois que j'ai fait à peu près le tour et je ne voudrais pas non plus prendre trop de temps, mais n'hésitez pas tout à l'heure avec les questions. Merci beaucoup. Alors, si Brigitte nous a échauffé, je crains de ce que pourrait nous proposer Anne, psychomotricienne, je vous rappelle. Peut-être de bien vous installer dans votre fauteuil et de bien être dans vos appuis, parce que c'est vrai que ce qui génère souvent des troubles attentionnels, c'est aussi les mauvaises postures, ou bien effectivement des troubles au niveau de l'écriture. Alors, j'ai cette lourde charge de parler au nom des disciplines associées. Je vais être assez brève, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu partie de ce travail et de ces 3 jours de réflexion, et donc je vais un petit peu rebondir sur des différents points. Les évolutions de la société ont un impact sur la pratique des professionnels, et en effet, ils se doivent de pouvoir répondre aux enjeux de la santé publique actuelle, ce qui implique une actualisation des connaissances des professionnels des disciplines associées déjà diplômés. Cette actualisation se fait par le biais de la formation continue et c'est le rôle des conseils nationaux professionnels d'écrire les orientations professionnelles de développement professionnel continu en ce sens. J'en parle d'autant plus que j'en fais partie au nom du Conseil national professionnel des psychomotriciens, et ce n'est pas si simple d'écrire les orientations professionnelles continues, mais aussi une modification des maquettes de formation initiale. D'où l'importance de finaliser le plus rapidement possible la réingénierie, et notamment celle des psychomotriciens, qui est en stand-by depuis 2011, entendez bien 2011, avec une homogénéisation du grade en fin de cursus entre les différents métiers de la rééducation, à savoir un Master 2. La pratique des psychomotriciens est intégrative. Elle s'enrichit des savoirs biomédicaux comme des sciences humaines, dans une éthique du soin qui se départit de tout discours dogmatique pour être la plus pertinente possible auprès des usagers, dans leur parcours de soins et également auprès des équipes. Les interventions du psychomotricien contribuent au diagnostic en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et offrent des soins multiples qui vont de la rééducation des fonctions instrumentales, par exemple dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, aux thérapies à médiation corporelle, comme la relaxation thérapeutique, la balnéothérapie, mais je pourrais en citer bien d'autres. Une palette de styles d'intervention très riche qui pourrait démontrer toute leur efficacité si les étudiants au cours de leur formation étaient formés à la recherche qualitative et quantitative, ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement avec un diplôme d'État reconnu seulement à un niveau Bac+2. Les derniers travaux de la Haute Autorité de Santé nous montrent bien la faiblesse dans ce domaine de la recherche, ce qui n'est par ailleurs pas révélateur de la demande de prescription des soins psychomoteurs qui ne cesse d'augmenter, et bien heureusement pour la profession. Les psychomotriciens travaillent depuis leur origine, en 1961, à la Pitié-Salpêtrière, en pluridisciplinarité. Ils ont la particularité d'avoir une vision développementale du sujet, et dans ce moment de démographie médicale en tension, nous pourrions mettre au service toutes nos compétences dans le champ de la santé mentale, notamment dans le champ de la prévention et de l'éducation. C'est en partie déjà le cas dans certaines structures d'accueil de jeunes enfants comme les crèches, mais aussi en PMI, et notamment dans le département du 93, où il y a depuis plus de 20 ans une vingtaine de psychomotriciens qui travaillent dans les PMI. Depuis septembre 2019, à l'Institut de formation de psychomotriciens que je dirige à Sorbonne Université, nous avons voulu mettre en place le service sanitaire suite à l'arrêté du 12 juin 2018 en construisant des projets de prévention et de promotion à la santé auprès des crèches et écoles maternelles sur des thématiques comme la prévention à l'exposition précoce aux écrans, la prévention de l'éducation sans violence, la prévention par le soutien à la parentalité, thématiques qui ont reçu un accueil très favorable auprès de ces structures. Cela a eu un impact immédiat et inattendu sur l'employabilité des jeunes diplômés. En effet, nous sommes passés d'une insertion de 6% en 2017 à près de 15% en 2023 de jeunes psychomotriciens
intervenant dans le champ de l'éducation et de la prévention en 6 ans, signe que la demande est réelle. Cela rejoint en quelque sorte un des points du rapport sur la place que pourraient avoir les disciplines associées auprès des maisons des 1000 jours, maisons de la famille, maisons des adolescents, premier guichet où le jeune et sa famille pourraient être reçus par un professionnel des disciplines associées sous l'expertise des secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Les psychomotriciens, notamment du fait de leur approche holistique du sujet, dans cet esprit de démédicalisation, pourraient être des acteurs dans le domaine du repérage et du dépistage, à l'école, mais aussi au collège. Ils pourraient participer à la formation des enseignants dans des ateliers, par exemple, favorisant le mieux vivre ensemble, le partage des émotions, thématiques qui ont été abordées ces derniers temps par le ministère de l'Éducation nationale et qui auraient sans nul doute un impact positif sur la santé mentale de nos jeunes. Je ne peux pas conclure mon propos sans parler des salaires que nous pourrions qualifier d'indécents des psychomotriciens, mais de toutes les disciplines associées, surtout dans le secteur public, amenant trop souvent de très jeunes diplômés à s'installer en libéral sans avoir d'expérience institutionnelle ni de réseau constituant, les laissant seuls devant une clinique de plus en plus complexe. Et petit aparté, les demandes de supervision dans ce domaine-là sont extrêmement intenses car vraiment les praticiens sont dans une solitude et dans une difficulté d'exercer leur métier. Il n'est pas certain, avec la meilleure volonté du monde, qu'ils puissent répondre aux besoins de niveau 2, qu'on classifiait dans notre rapport, ce qui est quelque peu problématique vis-à-vis des usagers. Pour autant, au regard des postulantes sur Parcoursup, et je viens d'y passer mes dernières nuits, le métier reste attractif à la différence des instituts de formation de soins infirmiers ou d'éducateurs, ce qui est rassurant. Charge à nous tous de répondre à cet enthousiasme aussi bien en gardant une exigence au niveau de la formation qu'en proposant une intégration dans un système de soins suffisamment valorisant pour eux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors peut-être quelques mots avant de lancer les échanges au sein donc, de la table ronde et puis avec la salle. C'est vrai que le thème de cette table ronde, c'est comment avancer ensemble. Et finalement, ce que l'on voit se profiler, c'est comment se penser ensemble. Et tous les mots de décloisonnement, ce profil. Moi, ce qui me rassure et ce qui m'enthousiasme dans toute cette histoire, c'est que ce que l'on voit se profiler, c'est un peu une feuille de route commune. Parce que finalement, est-ce que le secteur rénové, élargi, ça n'est pas le territoire? En sachant que, entendons-nous sur ce qu'est un territoire. Mais en même temps, on entend maintenant les projets territoriaux de santé mentale, qui sont bel et bien officiels. Et ça renvoie à la question de l'organisation territoriale. Et donc, je pense que si déjà, au terme de cette journée, nous pouvions nous accorder sur cette fameuse feuille de route commune, sur ce continuum, sur les niveaux, oui, mais les niveaux qui renvoient aussi à la gradation des soins, avec la question de la densité des soins. Donc on voit bien que tous les mots sont là. On voit bien que la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on les organise, comment est-ce qu'on les structure. Et finalement, la question, c'est qui fait quoi, quand et jusqu'où. C'est un peu ça la question. Et sur la question des niveaux, moi je pense qu'il faut distinguer les niveaux des porteurs de niveaux. Finalement, plusieurs niveaux peuvent être portés par un même porteur. Mais néanmoins, en termes de lisibilité, on voit bien qu'il faudrait qu'au niveau des usagers, et donc passer d'un système institutionnalocentrique à un système finalement parcours-centrique, on arrive à quelque chose de plus clair. Ce qui est très important, je trouve, dans cette journée-là et dans ce rapport, c'est distinguer les problèmes de qualité et les problèmes de quantité. Et malheureusement, les deux se cumulent.
Mais il faut les distinguer et aboutir effectivement peut-être à différents modèles pour différents territoires. Ce qui renvoie à la question de la prise en compte des capacités d'initiative locale, ce qui prend en compte la question aussi de l'appropriation des expérimentations locales. Parce qu'on voit bien que le fameux système top to bottom ou bottom up, c'est marrant parce qu'on n'arrive pas à trouver un terme français pour ce truc-là. Hein, alors on envoie hein, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, il y a un terme d'ailleurs qui n'a pas de traduction anglaise, qui renvoie un peu à la question des territoires, c'est la question des terroirs, pour la petite histoire. Donc, si déjà on arrivait à avoir, comme je vous dis, un consensus autour d'une feuille de route qui renverrait à un continuum, bon, on reste dans le latin, mais pour éviter le statu quo. Bon, moi, je suis allé au bout de ce que je connaissais. Hein. Mais bon, je n'ai pas fait latin à l'école, même s'il paraît que pour faire médecine, il fallait faire latin. C'est un débat qu'on a eu aussi au sein de la SFPE-ADA, cette question de l'appropriation et de la liberté de penser. On voit bien que chacun a un peu le fantasme ou l'envie d'inventer la roue, quoi. Sa roue. Mais en regardant bien, elle ressemble beaucoup à la roue de l'autre. Enfin, c'est la sienne. La question de la prévention. Et c'est vrai que la singularité de notre système, c'est que nous sommes payés pour soigner. Alors même que quelque part, ce que l'on sait, c'est que finalement, les problématiques psychiques, voire psychiatriques, que nous soignons finalement le mieux, sont celles qui n'apparaissent pas. Et c'est toute la question de se dire, mais voilà, quid de la question de la prévention ? En sachant que quelque part, nous, on n'est pas payé pour la prévention, on est payé pour soigner. Avec l'effet finalement un peu iatrogénique du système, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre que la pathologie soit là et installée pour la soigner, alors qu'on est tous convaincus que dans cette logique-là, la meilleure façon d'éviter qu'elle s'installe, c'est d'éviter qu'elle apparaisse. Donc ça repose la question effectivement de l'équilibre entre prévention, intervention précoce et gradation et densité des soins. Donc c'est vrai qu'entre le sanitaire, le social, l'éducatif, le judiciaire, bref, tous ces acteurs qui gravitent autour de la santé mentale, si déjà nous pouvions arriver à avoir une feuille de route commune, à avoir une espèce d'espéranto du soin, d'avoir une espèce de volapuc d'une certaine manière de l'individu et des familles, je pense que ce serait déjà énorme. Mais on voit bien que tout le monde essaye d'y arriver. Alors, pour la petite histoire, dans notre très cher département de la Vienne, nous allons lancer à la rentrée prochaine les premières assises départementales de la santé de l'enfant et de l'adolescent, comme déjà une première tentative pour justement essayer de fédérer tous les acteurs qui gravitent autour de la santé et entendent santé, santé physique, santé mentale, prévention, promotion de la santé, bref, l'individu. Alors, pour lancer un petit peu les débats et les questions, j'ai beaucoup entendu le plaidoyer de Brigitte Mostrest autour de la médecine scolaire. Et la première question que je lui poserai, c'est finalement, dans ces conditions, pourquoi vouloir transférer la médecine scolaire au département ? Qui veut ? C'est un projet d'une sénatrice, Madame Gatel, qui donc a fait voter cette proposition de loi au Sénat. Ça n'est pas encore passé à l'Assemblée.
ce sont des tentatives récurrentes depuis de nombreuses années. Est-ce que la santé doit être régalienne, nationale, ou doit-elle être confiée aux communes ou aux conseils départementaux ou aux régions à un degré territorial? En réalité, nous, on pense que ça n'est pas le changement de structure qui va aider la médecine scolaire. Enfin, et puis, la ministre s'est donc positionnée en défaveur du vote au Sénat. Ça a été voté, voilà. Nous, on craint beaucoup sur les inégalités sociales de santé avec une décentralisation, parce que ça a été le cas pour la protection de l'enfance, pour la PMI, et que les rapports divers et variés ne disent pas que c'est une réussite totale, cette décentralisation, pour les sujets de santé et de protection de l'enfance. Donc, fort de ces constats, on préfère réfléchir à suivre les recommandations des différents rapports en les appliquant donc au niveau du ministère. Mais voilà, moi je ne sais pas ce qui sera voté. Hein. Mais sachez qu'on travaille effectivement avec aussi le ministère de la Santé et de la Prévention, dans le cadre des assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant, mais aussi à l'interne, sur des mesures pour offrir ces professionnels ressources à tous les enfants. Au niveau des infirmiers, on n'a pas très peu de soucis de recrutement, et les postes ont été augmentés depuis plusieurs années. Chez les psychologues, on a quelques difficultés, mais par contre, le corps a été vraiment réaffirmé il y a quelques années, créé même, en fait, et il se développe bien. Sur les médecins, on est plus en difficulté de recrutement, mais on n'est pas les seuls, c'est simplement... on y travaille. Voilà, on y travaille vraiment. C'est un métier qui plaît beaucoup à ceux qui le pratiquent parce qu'il a du sens. Vous parliez de sens tout à l'heure. Il a beaucoup de sens. Il porte des valeurs qui plaisent aux professionnels. Mais par contre, sur les territoires où les médecins deviennent vraiment trop peu nombreux, le sens se perd. Voilà. Donc on est, c'est vrai, en difficulté. C'est un constat qu'on a fait et on essaye d'y remédier. Réaction de Mireille Battu? Oui, j'avais une réaction, et peut-être déjà quand vous avez employé le mot de territoire et de terroir en disant tiens, ça se traduit pas en anglais. En anglais, un territoire, c'est d'abord un neighborhood, et neighborhood, ça dit voisinage. Alors, je voudrais peut-être revenir là-dessus. Je pense qu'on a une définition assez française du territoire qui est un peu administrative. C'est-à-dire qu'on fait un découpage. Hein. On découpe de la gestion des populations. Et en fait, je pense qu'on aurait intérêt à se poser la question plutôt de définir le territoire par les acteurs qui sont dessus. Voyez, et auquel cas, c'est d'ailleurs l'exemple que vous avez mentionné tout à l'heure en disant, bah tiens, il y a eu une expérience qui s'est faite, je ne sais pas où d'ailleurs, hein, un projet, on a travaillé ensemble, on a fait une action systémique ensemble, et puis, 40% de moins de problèmes. Bah ça, c'est drôlement intéressant. Voilà. Donc c'était ma seule réaction. Et je pense qu'en fait, quand nous sommes allés voir l'ARS, c'est un peu aussi ce qu'on lui a dit. Et quand on va voir l'école aussi, en fait, on a un problème, c'est qu'on a trop d'interlocuteurs en termes de niveau. Est-ce qu'on va s'adresser au département? Est-ce qu'on va s'adresser à la municipalité, au national? Et on est tellement éclaté entre ces différents niveaux que là, effectivement, on ne s'y retrouve plus. Donc, comment faire? Alors, c'est vrai que ça renvoie à la question du bassin de population.
Et alors, heureusement ou malheureusement, nous avons un représentant de l'ARS sous la main. Malheur à lui. Et en même temps, c'est vrai que, pour rebondir sur la question des connaissances mutuelles, c'est important d'avoir fait ARS LV2 et Éducation nationale LV3. En fait, il faut être polyglotte. Mais en même temps, cette idée de connaissances mutuelles est fondamentale. Et ça renvoie un peu, mine de rien, à la question des campus santé. Ça renvoie un peu à la question, dans l'idéal, d'avoir sur un même lieu la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la santé, et ainsi de suite. On voit bien, et on en a parlé autour de la protection de l'enfance, là aussi des travaux de la HAS sur justement la question de la protection de l'enfance, la question de la place de la pédopsychiatrie par rapport à la question de la protection de l'enfance, la question des médecins de protection de l'enfance. On parlait tout à l'heure effectivement de la médecine scolaire tout à l'heure. On attend beaucoup de l'ARS. L'ARS est peut-être passée d'une situation, je dirais, de trésorier payeur aveugle à une situation peut-être d'initiateur de projets de soins. Et on le voit bien d'ailleurs, nombre de projets, à l'heure qu'il est, ne sont financés que dès lors qu'effectivement, ils ont une lisibilité, une reconnaissance au niveau de l'ARS. Et donc, comme le soulignait effectivement Louise-Émilie tout à l'heure, c'est tout le distinguo entre les besoins en santé publique et puis les enveloppes, les fameuses enveloppes allouées, dont le montant reste assez mystérieux en termes de délimitation. Donc on entend beaucoup, tant de centaines de milliers d'euros alloués sur telle thématique. Oui, mais finalement, ça repose sur quelle base? Est-ce que c'est les besoins de la population ou est-ce que c'est les ressources disponibles? Et donc forcément, la vérité va se retrouver un peu au milieu, avec toujours ce sentiment, et j'insiste là-dessus, que oui, il n'y en a pas assez, mais je tiens à souligner que ce qui est mal vécu par nos collègues soignants, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur des besoins et des attentes de la population. Et ces fameuses listes d'attente sont souvent maltraitantes pour les soignants, car ils ont le sentiment de ne pas soigner à hauteur de ce qu'ils devraient. Et du coup, cette insuffisance est vécue par eux-mêmes comme quelque chose, je dirais, d'une maltraitance, comme quelque chose finalement d'une insuffisance, de ne pas être à la hauteur des besoins. Or, il se trouve que dans un certain nombre de situations, ce n'est pas l'envie qui manque, c'est forcément les moyens. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est justement cette question de l'adéquation ou de l'inadéquation entre les besoins et les moyens. C'est la synthèse de votre question, c'est ça? Pour l'Agence régionale de santé, d'accord. Vaste question. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est d'abord effectivement une complexité du système politico-administratif, y compris du coup pour les soignants. Et ça, c'est une certitude, et qu'il y a un procès peut-être en suradministration, peut-être. Maintenant, je ne crois pas non plus la capacité à réduire totalement la complexité
pour un système qui est par nature complexe et à un moment donné qui va devoir faire intervenir tout un tas d'acteurs dont la préoccupation première n'est pas forcément la santé mentale des plus jeunes, parce qu'avant tout, l'éducation nationale, c'est quand même d'éduquer, la justice a aussi d'autres sujets. Donc, pour faire lien comme ça, à un moment donné, il faut quand même un système qui est pas toujours réductible au plus simple. Et il y a un coût d'entrée pour tout le monde, notamment effectivement pour des soignants dont ce n'est pas non plus la formation initiale. Et je dirais que, et là ça incombe clairement à l'ARS, c'est qu'on doit être un peu on doit clairement être un peu, on doit changer de posture, et vous l'avez dit. Je pense qu'on n'est plus, enfin en tout cas on n'essaye plus, alors, certainement des choses à améliorer, mais d'être dans ce rôle et de tutelle et surplombante. Je pense que notre rôle, c'est vraiment d'être là pour assurer ce lien, être peut-être cet interprète, cette mise en lien, et faciliter la compréhension d'un certain nombre d'arbitrages, y compris financiers, même si effectivement les contraintes financières à la fois sur les montants qui sont alloués, oui, ils existent. Et d'ailleurs, ils sont globalement pas tellement décidés au niveau des ARS en réalité. Et là, ça vous renvoie plutôt effectivement à l'organisation de l'État et du système de santé dans son ensemble. Et puis après, comment on alloue par secteur, entre secteur sanitaire, médico-social. Là, je pense que en réalité, effectivement, il y a une complexité du système. Il y a des tuyaux un peu en tuyaux d'orgue. Et en réalité, quand même, on peut faire preuve d'imagination. Moi, je pense qu'on peut faire preuve d'imagination, mais souvent, il faut mettre un peu tout le monde autour de la table. Et effectivement, il faut que l'ARS se prête à ce jeu-là, avec les acteurs qui portent les dispositifs, les soignants, les équipes administratives, pour envisager les choses. Et l'autre point, c'est globalement le financement de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie. Comment on la finance? Vous savez qu'aujourd'hui, elle fait l'objet d'une réforme. On est de loin pas au bout. Son objectif premier, à la base, c'est quand même celui-ci, c'est-à-dire en fait de rompre avec une logique qui finance principalement l'histoire, l'offre de soins, et d'essayer de trouver une mécanique qui soit davantage calée avec le besoin, et donc dictée plutôt par une logique populationnelle. Et donc si le principe, il est à mon avis tout à fait intéressant et vertueux, dans la mise en œuvre, en fait, c'est en réalité pas si simple. Quels critères on retient, quel niveau de territoire on retient, et finalement, à la fin des fins, qui décide? Personne ne veut tout à fait qu'il y ait une sorte d'algorithme magique qui passe du besoin de l'algorithme à ce qui ressortirait au niveau de chaque établissement. Je pense que personne ne le veut. Et en même temps, personne ne veut totalement du discrétionnaire ou de l'arbitraire dans l'allocation des moyens. Donc il y a quelque chose à trouver entre les deux qui est pas simple, qui est encore en cours de discussion. En tout cas, je pense que, et vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que personne ne peut nier, en tout cas, ce n'est pas mon sentiment au niveau de l'Île-de-France, qu'il y a bien deux sujets. Il y a le sujet des moyens, qu'on ne peut pas éluder, un problème quantitatif, et en même temps, effectivement, une question d'organisation où on voit qu'on a une demande qui augmente, et en même temps, cette demande, en même temps qu'elle augmente, elle mute. Donc il faut qu'on arrive à trouver quand même des façons de fonctionner un peu différentes que celles qui étaient les nôtres jusque-là, quoi.